La guerre est finie. C'est ce que tout le monde dit. Et si la guerre est finie, raisonne Annie, alors papa va rentrer à la maison. Il l'a promis. Alors elle attend. Des jours dans la neige, des nuits sans nourriture. Les villageois la contournent comme si elle faisait partie de la route. Personne ne s'arrête pour l'aider. Alors, lorsqu'un guerrier arrive sur un grand cheval noir, entouré de gardes et de loups, dans un silence qui pousse les hommes adultes à se coller contre les murs, Annie fait la seule chose qui lui vient à l'esprit. « S'il vous plaît, trouvez mon papa », lui demande-t-elle en brandissant sa dernière pièce de monnaie. « Je peux vous payer. » La foule en oublie de respirer, car l'homme qu'Annie vient d'aborder comme une simple servante est le roi Alpha Phénon, conquérant impitoyable, destructeur de royaumes, un nom utilisé pour effrayer les enfants et les inciter à l'obéissance, et les soldats à la loyauté. Tout le monde s'attend à ce que l'enfant soit puni pour son manque de respect. Au lieu de cela, le roi s'agenouille. La foule se demande alors pourquoi le souverain le plus redouté du pays s'arrêterait pour une enfant à moitié gelée que personne d'autre ne regarderait. Chapitre 1. Les orteils d'Annie avaient cessé de lui faire mal 2 heures plus tôt. C'était soit un bon signe, soit un très mauvais signe. Elle ne savait plus très bien lequel. Papa lui avait déjà parlé des engelures, mais elle ne se souvenait plus très bien de la leçon. Elle changea prudemment de position. Ses bottes étaient fendues sur les côtés, laissant la neige imprégner ses chaussettes. Mais le froid n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf rester ici. « Attends ici », lui avait dit papa 3 ans auparavant, s'agenouillant pour que ses yeux, l'un marron, l'autre vert, comme les siens, soient à la hauteur de son visage. « Quand la guerre sera finie, tu attendras nos repères. Je te trouverai toujours là. » Annie toucha la borne en pierre d'une main engourdie. La guerre était finie maintenant. Tout le monde le disait. Papa rentrerait à la maison par cette route, il la verrait attendre comme il le lui avait demandé, il la prendrait dans ses bras et la ferait tournoyer et tout irait bien à nouveau. Elle devait juste attendre encore un peu. Elle eut un spasme à l'estomac, une douleur aiguë qui la fit haleter. La propriétaire l'avait mise à la porte 4 jours plus tôt. « Ton père est mort, ma fille. Pas d'argent, pas de chambre, dehors. » Mais la propriétaire avait tort. Papa n'était pas mort. Il avait promis de revenir. Papa ne rompait jamais ses promesses. Annie serra dans sa main la seule pièce qu'elle avait dans sa poche. Elle n'allait pas la dépenser pour acheter à manger. Elle allait l'utiliser pour engager quelqu'un afin de retrouver papa. Papa disait toujours qu'un travail bien fait méritait une rémunération équitable. Elle avait interrogé 43 personnes en 3 jours. Quelqu'un finirait bien par savoir quelque chose. C'était une simple question de mathématiques. Un klaxon retentit au loin et Annie redressa brusquement la tête. Mais la foule autour d'elle ne s'était pas rassemblée pour accueillir le retour des guerriers. Les gens se dispersaient, se pressaient contre les bâtiments, tiraient leurs enfants dans les entrées. Les yeux baissés, un homme siffla à son fils. « Tu veux les perdre ?» Puis les loups arrivèrent. Des silhouettes massives marchaient à côté des chevaux, plus sombres que les ombres, les yeux brillants. Ils se déplaçaient comme la violence incarnée. Les villageois se plaquèrent contre les murs, tous les yeux fixés sur l'homme en tête du cortège. Il chevauchait le plus grand cheval de guerre qu'Annie ait jamais vu. Une fourrure sombre recouvrait ses épaules, une armure qui semblait avoir connu une centaine de batailles. Des cicatrices traversaient son visage, l'une le long de la mâchoire, l'autre à travers le sourcil. La foule retint son souffle. Annie ne comprenait pas la peur qui l'animait, mais elle comprenait une chose. Cet homme était puissant, et s'il ramenait des soldats de la guerre, il savait peut-être où se trouvait papa. Elle s'avança. « Comment oses-tu, jeune fille ?» La voix d'un garde se brisa. « Neil. » Annie l'entendit à peine. « Tu es en présence de Sa Majesté, le roi Alpha Phénon de la maison Silverhall. » Le regard d'Annie se posa à nouveau sur l'homme à cheval. « Le roi Alpha ?» Son cœur bondit. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. Elle s'approcha du cheval de guerre imposant et leva le visage toujours plus haut. « Excusez-moi, monsieur le roi ?» demanda Annie. Le silence qui suivit ressemblait à l'instant qui précède un coup de tonnerre. Son regard se posa sur elle, des yeux verts, profonds et sombres comme une forêt dans l'ombre. « Avez-vous vu mon papa ?» demanda Annie avec un sourire. Les soldats se raidirent. L'un d'eux tendit la main vers son épée. « Votre Majesté, dois-je m'en débarrasser ?» Le roi leva une main. Le garde s'arrêta net. Encouragée, Annie continua. « Mon papa est soldat, et il a les yeux comme les miens. » Elle désigna son propre visage, ses yeux dépareillés dont elle avait hérité. Le visage du roi eut une expression étrange. Il serra les mâchoires et mit pied à terre. La foule recula, mais Annie continua de sourire. Le roi l'écoutait.
C'était plus que ce que personne n'avait fait depuis 3 jours. Il s'agenouilla. « Es-tu seul depuis longtemps, mon enfant ?» demanda-t-il. « 3 jours, répondit Annie. Papa m'a dit d'attendre ici jusqu'à la fin de la guerre. Elle se rendit compte que la guerre avait pris fin grâce à ce même roi. Merci d'avoir mis fin à la guerre, monsieur le roi. Elle se jeta dans ses bras. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou. Le roi se figea. Toute la foule se figea. Le silence s'installa. « Il fait froid, mon enfant, » dit le roi après un moment. « Retourne à l'intérieur, je ne peux pas. Papa va bientôt rentrer à la maison. Je dois attendre ici pour qu'il puisse me trouver. » Quelque chose dans son expression fit se nouer l'estomac d'Annie. « Monsieur, votre majesté, pouvez-vous, s'il vous plaît, trouver mon papa ?» Des halètements aigus parcoururent la foule. Annie roula des yeux. Elle n'était pas idiote. Elle était préparée. « Je peux payer. » Elle sortit la pièce de sa poche et la brandit fièrement. Papa dit qu'un travail bien fait ne doit pas être gratuit. Je peux payer cher. Je vous le jure. L'inspiration collective de la foule ressemblait au vent avant une tempête. Un battement de cœur s'écoula, puis un autre. Très bien, acquiesça le roi en tendant la main. Il observa ses mains tremblantes. Viens avec moi, mon enfant. Tu mangeras. Tu seras au chaud. Le cœur d'Annie se gonfla, mais elle secoua la tête. Si je pars, papa ne me retrouvera pas. Le roi détourna le regard, un muscle de sa mâchoire se contractant. Si ton père revient. Quand il reviendra, corrigea Annie. Le roi grimaça. Quand, dit-il comme si cela lui coûtait. Je laisserai un message, il saura où te trouver. Annie observa son visage, se souvenant de la règle la plus importante de papa. Des yeux bienveillants sont synonymes d'un bon cœur. Les yeux du roi étaient fatigués, lourds, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour être déposé. Mais pas cruel. Tu promets? Demanda Annie d'une petite voix. Je suis le roi, dit-il. Ma parole est loi. Alors je viendrai, dit-elle. Derrière elle, le village poussa un soupir collectif de pure stupéfaction. Chapitre 2. Néessa, la princesse. Néessa avait perfectionné l'art de se tenir debout comme une statue, le dos droit, le menton levé. Personne ne pouvait deviner, en la regardant, que sous son masque soigneusement entretenu, elle imaginait la forteresse du roi Alpha, réduite en poussière, lui-même enseveli sous les décombres. La neige s'accumulait sur la pierre noire. La cour de son château était bondée de nobles et de soldats, tous rassemblés pour assister au retour du roi. Des tambours résonnaient au loin, un tonnerre rythmique qui lui fit serrer les mâchoires. Il rentrait chez lui, l'homme qui avait détruit son royaume, l'homme qu'elle était contrainte d'épouser. Une noble femme se déplaça à côté d'elle, se penchant suffisamment près d'elle. « On dit qu'il a écrasé la dernière rébellion en 3 jours, dit-elle. Néessa ne tourna pas la tête. « Oui, eh bien, on dit aussi que l'efficacité est la marque de la tyrannie, répondit-elle. La femme se tut, mais Néessa surprit son regard nerveux et sourit. Elle était princesse du royaume du Sud, fille d'une lignée fière. Aucune force ne pouvait lui faire oublier ce qui lui avait été enlevé, même si elle devait rester là et faire semblant du contraire. Les fiançailles avaient été arrangées 3 mois plus tôt, après 3 ans de guerre qui avaient laissé son royaume en ruine. Les conditions étaient simples. La princesse Néessa épouserait le roi Alpha Fénon, garantissant ainsi la paix et la survie de sa famille. Elle deviendrait sa Luna, sa reine, le symbole de la soumission du Sud au Nord. Elle ne l'avait rencontré qu'une seule fois, lors de la cérémonie officielle de fiançailles. Ce souvenir lui nouait encore l'estomac. Il se tenait à l'autre bout de la salle du trône, et même à travers cette vaste pièce, sa présence était écrasante. Elle essaya de ne pas lui prêter attention. Leur conseiller avait négocié les conditions finales, tandis que Néessa se tenait à la place qui lui était assignée, mais il l'avait alors regardée. Un long regard évaluateur, avec des yeux de la couleur des forêts profondes, verts, mais plus sombres que n'importe quel vert ne devrait l'être, des yeux de prédateur. Néessa l'avait regardé en retour avec toute la défiance qu'elle pouvait mettre dans un seul regard. Ce regard l'avait mise en colère, la façon désinvolte dont il l'avait évaluée comme si elle était un cheval qu'il envisageait d'acheter. Mais ce qui l'avait encore plus mise en colère, c'était la petite partie traîtresse qui avait remarqué qu'il était beau, comme une lame peut être belle. Mortelle, parfaite et totalement capable de destruction. Elle avait immédiatement écrasé cette pensée, refusant de la laisser refaire surface. Une trompette retentit, claire et nette. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Néessa serra les poings. Elle avait survécu jusqu'à présent en cachant sa haine derrière des manières parfaites. Elle pouvait survivre à cela aussi. Un énorme loup noir entra dans la cour. Le roi Alpha.
La foule se tut. Ce loup était l'incarnation de tous les cauchemars qui hantaient le royaume du Sud depuis 3 ans. Ses épaules arrivaient à la hauteur de la poitrine d'un homme, ses muscles ondulaient sous une fourrure si noire qu'elle semblait absorber la pourriture. Et il portait un enfant sur son dos. Elle était minuscule, enveloppée dans un manteau beaucoup trop grand pour elle, le visage crispé par le froid et la faim. Neessa cligna des yeux, certaine qu'elle avait imaginé cela. Un garde s'avança avec un lourd manteau de fourrure. L'enfant descendit, et le loup s'éloigna, se glissant derrière un paravent sculpté qui avait été placé à la hâte près des portes, manifestement un aménagement habituel pour les transformations du roi. Quelques instants plus tard, l'homme apparut. Le roi Alpha Phénon. Neessa retint son souffle malgré elle. Il était plus grand que dans son souvenir, et ses cheveux noirs tombaient maintenant librement sur ses épaules, humides de neige fondue, sans rien adoucir, et ses yeux, d'un vert foncé intense, ne manquaient rien tandis qu'il balayait de la foule rassemblée. Neessa détestait d'avoir remarqué cela. Il revint vers l'enfant qui attendait, et Neessa retint son souffle, la souleva doucement dans ses bras. Le contraste était saisissant. Ses grandes mains balafrées, qui avaient manié l'épée et la griffe avec un effet dévastateur, berçaient maintenant une petite enfant avec une attention évidente. Et la fillette se blottit simplement contre son large torse comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Votre château est joli », dit-elle d'une voix claire et confiante. Neessa resta bouche bée, regardant la sombre structure construite au cœur des montagnes. Elle ne l'appellerait pas jolie. Mais le roi ne dit rien, et elle se demanda, qui était cette petite fille au juste? Une fille illégitime peut-être? Un enfant secret d'avant la guerre? Cela expliquerait son attitude protectrice. Mais pourquoi l'avoir amenée ici? Pourquoi maintenant? Le roi s'avança, l'enfant toujours dans ses bras, et la foule s'écarta automatiquement. Son regard balaya les nobles rassemblés, évaluant, répertoriant les menaces, notant les absences. Puis son regard se posa sur Neessa. Pendant un instant, ils se regardèrent fixement à travers la cour. Son expression ne changea pas lorsqu'il la regarda, mais quelque chose vacilla dans ses yeux vert foncé. Quelque chose qui fit battre son cœur plus vite d'une manière qu'elle refusait absolument de reconnaître. « Princesse Neessa », la salua-t-il d'une voix aussi rauque que dans ses souvenirs. Neessa inclina la tête avec une politesse glaciale parfaite. Elle garda un visage parfaitement neutre, les yeux froids. Pendant un instant, son expression changea, laissant place à la déception. Mais celle-ci disparut aussitôt. Il se détourna, portant l'enfant vers la plateforme surélevée où l'attendait son trône, et Neessa se surprit à observer ses mouvements, tels ceux d'un prédateur qui n'avait jamais appris à douter de son propre pouvoir. Elle détourna brusquement le regard, agacée contre elle-même. Pendant ce temps, la cour murmurait, confuse et curieuse. Neessa n'était pas la seule à fixer l'enfant. De près, Neessa pouvait voir à quel point elle était maigre, à quel point ses vêtements pendaient sur son petit corps. Un courtier se pencha vers un autre et murmura assez fort pour que Neessa l'entende. Qui est-elle? Neessa s'attendait à ce que le roi lui donne une explication, qu'il l'annonce peut-être comme sa fille ou sa pupille. Au lieu de cela, il se contenta de dire « Elle est sous ma protection ». L'enfant lui sourit. « Sa majesté est très gentille », déclara-t-elle. Neessa plissa les yeux. « Gentille? Le roi Alpha ?» Elle retint un rire. « Il m'a accueilli pour que j'attende mon papa, car maintenant qu'il a mis fin à la guerre, il va aider tout le monde. » L'enfant poursuivit. « Il est sincère, il fait confiance à tout le monde. » Tout le monde, rit quelqu'un, se reprenant lorsque le roi lui lança un regard glacial. « Oui » s'exclama Annie, rayonnante. Il a dit « Les enfants affamés et les soldats blessés peuvent venir ici. Le roi prend soin des gens. » Le silence s'abattit sur la cour comme une force physique. Neessa sentit le choc se propager dans la foule, car tout le monde dans cette cour connaissait un fait simple. Il y a 3 mois, un membre du conseil avait proposé d'ouvrir la forteresse aux réfugiés de la guerre. Le roi avait refusé. Tout le monde le savait. Et maintenant, cet enfant, cette étrange petite fille maigre, proclamait à toute la cour que le roi avait promis exactement le contraire. Neessa se pencha légèrement en avant, fascinée malgré elle. Le roi serra la mâchoire, un muscle de sa joue se contracta. Puis il expira lentement. « Préparez les salles d'hôtes. » Sa voix était maîtrisée, prudente. « Tous les soldats blessés ou les enfants déplacés qui cherchent refuge seront admis. » Neessa sentit ses yeux s'écarquiller. La reine-mère se raidit visiblement. « Votre Majesté, » dit la reine d'une voix basse et aiguë. « Ce n'était pas le cas. Ça l'est maintenant, » l'interrompit le roi. La cour commença à se disperser, les nobles et les soldats sortant par petits groupes, leur chuchotement créant un léger bourdonnement de spéculation.
Néessa resta où elle était, l'esprit en ébullition. Qu'avait-elle donc vu? Chapitre 3. Annie. Annie se réveilla le troisième matin de son séjour au palais et fixa le plafond. Il était peint de petites étoiles dorées sur fond bleu foncé, comme le ciel nocturne, mais en plus joli. Chez elle, le plafond était en bois brut, avec une fissure en forme d'oreille de lapin. Son papa lui manquait. Pas d'une manière triste qui lui serrait le cœur, mais d'une manière normale, où elle voulait lui parler du plafond peint et du fait que la cheminée continuait de brûler toute la nuit sans que personne n'ajoute de bois. Et elle voulait demander au roi si quelqu'un l'avait déjà vu. Annie sortit du lit, enfila une des robes simples que quelqu'un avait laissées pour elle et partit à sa recherche. Les couloirs étaient immenses et résonnaient. Elle jeta un coup d'œil dans les pièces au passage. La plupart étaient occupées par des gens qui faisaient des choses ennuyeuses d'adultes. Elle continua à marcher et faillit heurter la plus belle femme qu'elle ait jamais vue. Oh! La femme portait une robe de la couleur de l'eau profonde et son visage ressemblait à celui d'un personnage des contes de fées de papa. « Je suis désolé, » dit rapidement Annie. « Je ne faisais pas attention. »« Ce n'est pas grave. » La voix de la femme était douce et légèrement surprise. « Tu es perdue, petite? »« Un peu. Je cherche le roi. Savez-vous où il se trouve? » Quelque chose passa sur le visage de la femme. « Le roi est probablement dans la salle du conseil ou sur le terrain d'entraînement. Pourquoi voulez-vous le voir? » « Je voulais demander s'il y avait des nouvelles de mon papa, » dit Annie, puis elle se souvint de ses bonnes manières. « Je m'appelle Annie. Je sais qui vous êtes. » La femme sourit. « Je suis la princesse Nissa. » Le visage d'Annie s'empourpra d'excitation. « Bien sûr que je le connais, et je sais qu'il aide les gens parce que c'est un héros. » Le garde hésita. Pas à cause de ce qu'Annie venait de dire. La princesse Nissa s'était approchée d'elle. « Laissez ce garçon tranquille, » dit-elle d'une voix calme et autoritaire. Il en a assez subi. Les gardes baissèrent leurs fouets. Mais alors, quelle est cette interruption? Retentit une voix aiguë et froide. La reine-mère, grande et élégante, et tout le monde se redressa immédiatement. Elle regarda Annie. Son regard était froid. Pourquoi cet enfant est-il dans ma cour? Madame, ils lui font du mal, dit Annie en montrant le garçon. La reine-mère allait l'aider. C'était la mère du roi, il dit. Papa disait toujours que les mères avaient le cœur le plus tendre. La princesse Nessa prit la parole. « L'enfant a été suffisamment fouetté, votre majesté. » La reine-mère sourit. « Vous ne savez pas ce qui est suffisant, princesse. Votre armée a perdu des guerres. » Elle regarda les gardes. « Continuez. » Annie sentit son estomac se nouer. « Mais le roi ne ferait pas ça, commença-t-elle. « Mon enfant, le roi autorise ce qui doit être fait. » La reine-mère fit un geste de la main. Le fouet se leva. Annie sentit tout son corps se refroidir, puis s'échauffer. Non, le roi l'avait sauvé. Il avait promis d'aider les enfants affamés et les soldats blessés. Les héros ne laissaient pas les enfants souffrir. Elle courut droit vers le poteau, les bras tendus, se plaçant entre le fouet et le garçon. Non, la princesse Nessa hurla. Annie entendit quelqu'un courir derrière elle, mais elle était déjà là, les bras grands ouverts. Le fouet s'arrêta. Tout redevint calme, puis des pas, lourds. Le roi Fenant était là. Un soulagement envahit tout son corps, chaud et lumineux. Il entra comme un ouragan, grand et puissant, le visage sombre. Mais Annie n'avait pas peur car elle savait qu'il n'était pas en colère contre elle. Ses yeux verts observaient tout. « Explique, dit-il. » Le garde tomba à genoux. « Discipline, votre majesté. » Le garçon avait échoué, mais le roi regardait maintenant Annie. Elle sourit. Elle ne pouvait s'en empêcher. « Monsieur le roi, vous êtes venu. » Il s'approcha et s'arrêta juste devant elle. Elle dut pencher la tête en arrière pour voir son visage. « Vous ne les laisseriez pas lui faire de mal, n'est-ce pas? » demanda Annie. Elle en était aussi sûre que du lever du soleil. La reine-mère s'avança. « La faiblesse engendre le chaos, mon fils. » Le roi ne la regarda même pas. « C'est moi qui en jugerai. Libérez-le. » Le visage de la reine-mère se crispa. « Cela sape l'ordre, » dit-elle, tandis qu'un garde détachait les cordes et que le garçon tombait. Un autre garde le rattrapa. « Votre majesté. » Annie lui prit la main et la serra. « Vous devriez peut-être expliquer aux gardes que le fouet est tout simplement inacceptable. Je ne pense pas qu'ils comprennent, car s'ils avaient compris, ils n'auraient jamais fouetté ce pauvre garçon. » Il regarda tous les gardes et expira lentement. « Personne dans cette forteresse ne sera plus jamais fouetté. » Le sourire d'Annie s'élargit tellement qu'il en devint douloureux. « Merci, votre majesté. » Puis elle l'enlaça, passa ses bras autour de sa taille et le serra aussi fort qu'elle le pouvait, pressant son visage contre son manteau. Il resta complètement immobile, comme s'il s'était transformé en statue,
Mais Annie ne le lâcha pas. « Vous êtes un héros, dit-elle. » Sa main se posa sur sa tête pendant une seconde. Chapitre 4. Néessa. Néessa se tenait devant la salle de guerre du roi, les mains jointes derrière le dos droit, le menton levé, l'image parfaite d'une princesse sereine. À l'intérieur, son cœur battait trop vite. Elle avait demandé cette rencontre 3 jours auparavant, avait préparé ses arguments, répété ses demandes jusqu'à ce que les mots lui viennent naturellement et avec assurance. Le contrat de mariage avait été négocié par des conseillers et signé par son père. Mais certains détails, des détails cruciaux, pouvaient faire la différence entre la préservation des lieux sacrés de son peuple et la perte des derniers vestiges de son identité. La porte s'ouvrit. Un garde lui fit signe d'entrer. La salle de guerre la frappa immédiatement. De la fumée et de l'acier, du cuir vieilli et quelque chose de plus tranchant. Du loup. Des cartes recouvraient une immense table au centre, marquée de territoires et de mouvements de troupes. Des armes étaient alignées contre les murs dans un agencement délibéré. C'était la pièce où les guerres étaient planifiées, où les royaumes tombaient, où le sien était tombé. Fenon se tenait debout devant la table, examinant des documents, lui tournant le dos. Même sans armure, il était imposant. De larges épaules, le genre de carrure que l'on acquiert au combat. Des cheveux noirs légèrement ébouriffés, les manches retroussées jusqu'au coude, les avant-bras musclés et marqués de vieilles cicatrices. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et ses yeux verts rencontrèrent les siens. Néessa retint son souffle malgré elle. Il avait quelque chose de prédateur qui réveillait son instinct de loup. Mi-avertissement, mi-quelque chose qu'elle refusait de nommer. « Princesse, dit-il. » Sa voix était rauque, maîtrisée. « Votre Majesté, » répondit-elle d'un ton neutre, même si son pouce était accéléré. Il lui indiqua les chaises près de la cheminée. Ils s'assirent et Néessa prit immédiatement conscience de la proximité entre eux. Elle pouvait voir les détails qu'elle avait essayé d'ignorer dans la cour. La cicatrice qui traversait son sourcil, la ligne anguleuse de sa mâchoire, la façon dont ses mains bougeaient avec une précision contrôlée lorsqu'il lui tendait le contrat de mariage. Néessa baissa rapidement les yeux vers le document avant que ses pensées ne s'égarent davantage. « Vous avez des inquiétudes concernant les termes ?» demanda-t-il. « Des précisions, corrigea Néessa, satisfaite que sa voix reste ferme. L'article 7 traite du traitement des coutumes et des sites religieux du Royaume du Sud. Il est vague. Soyez précise sur ce dont vous avez besoin. Le temple de la Lune. Il doit rester accessible à mon peuple pour le culte, pour les cérémonies. Il est mentionné dans la liste des territoires, mais n'est pas explicitement protégé. » Fenon l'observait attentivement. « Le temple est important pour votre peuple, fit-il remarquer. Néessa eut la gorge serrée. « Nos coutumes n'interfèrent pas avec les vôtres. C'est simplement un lieu sacré. » Sa voix coupa court à sa diversion. « Je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord. » Néessa s'interrompit au milieu de sa phrase. « Le temple sera conservé pour votre peuple, poursuivit Fenon. Je n'y vois aucune objection. » Elle avait préparé des arguments, et il était simplement d'accord. En échange de quoi? Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait prévu. « Je suis désolé, » dit le roi en fronçant les sourcils. « Ne faites pas l'idiote. » Une bouffée de chaleur lui monta à la poitrine. « Nous savons tous les deux que vous n'êtes pas du genre à donner quoi que ce soit gratuitement, Votre Majesté. » Un silence lourd et tendu s'installa entre eux. Fenon se cala dans son fauteuil. « Vous êtes vraiment mécontente de notre union prochaine, n'est-ce pas? » demanda-t-il finalement. La question lui fit l'effet d'une main qui lui serrait la gorge. « Vous n'avez pas choisi cela. »« Non, » répondit Néessa doucement. « Je ne l'ai pas choisi. » Une petite culpabilité inconfortable remonta dans sa poitrine. Il se montrait raisonnable, presque gentil à sa manière bourrue et maladroite. Et elle était là, lui renvoyant ses concessions au visage. « Mais je suppose, dit-elle prudemment, que je suis rassuré de voir que des enfants innocents ne seront plus fouettés à mort. » Les yeux de Fenon se posèrent brusquement sur les siens. « C'est vrai, dit-il en détournant le regard. Encore cette incertitude. C'était bien de votre part, ajouta-t-elle, d'avoir changé cela. » Il émit un son, mi-reniflement, mi-souffle, mais ne dit rien. Son regard se posa sur le feu, et Néessa se surprit à observer la façon dont la lumière jouait sur ses traits. Fatigué, tourmenté, humain. « La fille, dit Néessa, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. Le regard de Fenon revint vers elle. « Qu'en est-il d'elle? Qui est-elle pour toi? » Néessa se pencha légèrement en avant, attirée malgré elle. Quelque chose passa sur son visage, une douleur rapidement réprimée, une orpheline. « Elle dit qu'elle attend son papa, dit Néessa. Son papa est mort, bel et bien mort, définitivement. »« Comment le sais-tu? » insista Néessa. Fenon se raidit. Chaque partie de son corps se figea. S'il ne l'était pas,
dit lentement Fenon, chaque mot semblant lui coûter, il serait déjà venu la chercher. Ne dirais-tu pas qu'il y a autre chose, quelque chose qu'il ne dit pas, quelque chose qui lui cause une véritable douleur? Très bien, dit-elle. Une orpheline. Il y en a beaucoup dans le royaume. Alors pourquoi elle? Elle est sous ma responsabilité, dit Fenon. Enfin, le loup de Nessa se réveilla. L'instinct de flairer, de lire ce que les mots ne révélaient pas. Elle inspira prudemment. Son odeur la frappa de plein fouet, masculine et complexe, si distinctement celle d'un loup, qu'elle provoqua en elle une réaction qu'elle ne souhaitait absolument pas. Mais sous tout cela, aucune trace de l'enfant. Les loups portaient toujours l'odeur de leurs parents. Toujours. Annie n'avait pas son odeur sur elle. Nessa réalisa qu'elle s'était penchée vers lui sans le vouloir, et leurs regards se croisèrent. Ses yeux vert foncé, intenses et brûlants, la regardaient avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. Une vague de chaleur envahit son visage. Elle recula brusquement. C'était l'homme qui avait détruit sa maison. Le fait qu'il sentait bon ne signifiait absolument rien. « Comment puis-je la rassurer ?» demanda Fenon doucement. « Annie, je veux dire. » Il se tortilla sur sa chaise, cette incertitude revenant peu à peu. « Tu sembles observatrice, princesse. As-tu un conseil à donner? » Parmi toutes les choses auxquelles elle s'attendait lors de cette rencontre, le roi Alpha conquérant lui demandant des conseils parentaux n'en faisait pas partie. « Les enfants ne font pas confiance aux proclamations, » dit-elle lentement. « Ils font confiance à la présence. » Il écoutait vraiment. Si vous voulez qu'elle se sente en sécurité, c'est vous qui devez lui procurer ce sentiment. Pas les serviteurs ni les gardes. Vous. Je l'ai amené ici, dit Fenon, sur un ton quelque peu défensif. Et puis vous avez disparu pendant des jours, rétorqua Nessa, d'une voix plus douce malgré elle. Il ne le nia pas. Vous commandez des armées, poursuivit Nessa. Pourtant, vous craignez les attentes d'une enfant. Elle croit que je suis bon, dit-il, l'air perdu. Mais vous n'êtes pas d'accord? Demanda Nessa doucement. Le regard de Fenon croisa le sien, et son intensité lui coupa le souffle. À vous de me le dire, princesse, devrais-je? La question resta en suspens entre eux, honnête et vulnérable d'une manière qui fit mal à Nessa. Une semaine auparavant, la réponse aurait été simple, absolue. Maintenant, assise là, à la lueur du feu, observant le conflit se jouer sur son visage marqué par les cicatrices, elle dit prudemment, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Je pense que tu pourrais l'être, si tu le choisissais. » Quelque chose passa entre eux dans le silence qui suivit, fragile et terrifiant. De la compréhension peut-être, ou le début de celle-ci. Chapitre 5. Nessa. Un mois s'était écoulé. Nessa se tenait sur le balcon du couloir donnant sur la cour intérieure, se disant qu'elle prenait simplement l'air. Elle ne regardait pas le roi. Elle se tenait simplement là, regardant la cour où se trouvait le roi. En bas, Fenon était agenouillé dans la poussière à côté d'Annie, ses cheveux noirs tombant vers l'avant alors qu'il se penchait vers l'enfant. « Respire, dit-il. Ne force pas. Dis-lui ça, marmonna Annie. Ma louve est très timide. Ta louve n'est pas une personne différente, petite, dit Fenon. Elle fait partie de toi. La transformation prend juste du temps, c'est tout. Annie réfléchit à cela avec le sérieux grave qu'elle appliquait à la plupart des choses. Alors peut-être que je suis timide, dit-elle. Et voilà, un son que Nessa n'avait jamais entendu de la part du roi Alpha. Bas, bref et réel, un rire. Tu ne semblais pas particulièrement timide, dit Fenon, quand tu m'as engagé pour retrouver ton père. Annie gloussa et le son flotta dans l'air froid comme quelque chose de chaud. La poitrine de Nessa se serra étrangement. Les rois ne s'agenouillent pas devant les enfants. La voix de la reine-mère trancha l'air de la cour comme une lame. Elle se tenait à l'autre bout, enveloppée dans une fourrure sombre. Fenon ne la regarda même pas. C'est mieux que de se plier en deux et de se ruiner le dos. Tu ne crois pas? Annie rit à nouveau. Les yeux de la reine-mère se posèrent sur Annie et l'expression de son visage fit froid dans le dos à Nessa. Ce n'était ni du mécontentement, ni de l'irritation, mais quelque chose de calculateur. Nessa rangea cette information dans un coin de son esprit et s'éloigna de la balustrade. Elle était presque revenue à ses appartements lorsque la petite silhouette apparut à la jonction du couloir, se plantant directement sur le chemin de Nessa, les mains sur les hanches. « Te voilà !» annonça Annie. « Me voilà !» répéta Nessa. « Fenon est libre pour le dîner et papa dit toujours que les familles mangent dans un ensemble. Ce n'est pas notre cas, tenta Nessa. Mais Annie lui avait déjà pris la main et la tirait, et Nessa la suivait. Elle se retrouva assise à la table royale avant même d'avoir tout à fait compris comment elle était arrivée là. La salle privée était plus petite que la grande salle, éclairée par la lumière du feu plutôt que par des lustres. Fenon était assis en bout de table,
arborant cette expression particulière qu'il réservait aux les situations qu'Annie avait orchestrées, quelque part entre la résignation et quelque chose de plus doux. La reine-mère était assise à sa droite. Néessa s'assit en face de Fenon et prit son verre de vin. Les premières minutes s'écoulèrent dans un silence attendu, mais Annie décida que le silence était inutile et commença à le remplir. Les nouveaux réfugiés qui sont arrivés aujourd'hui n'avaient pas peur, dit-elle en se servant du pain à deux mains. Même pas les plus petits. Elle regarda Fenon avec des yeux brillants. Je lui ai dit, « Vous êtes un roi très gentil. » Fenon ne dit rien, mais quelque chose passa sur son visage. De l'autre côté de la table, la main de la reine-mère se crispa autour de sa coupe. Néessa l'observa. La façon froide et délibérée dont elle suivait chaque mot d'Annie, la façon dont sa mâchoire bougeait lorsque Fenon souriait légèrement. Ce n'était pas simplement de la désapprobation, mais quelque chose de territorial. Le vin fut versé. Fenon but le sien rapidement, plus rapidement que Néessa ne s'y attendait. Annie parlait d'un enfant tardif qui avait réussi un changement partiel ce matin-là lorsque la reine-mère posa ses couverts. « Je trouve que j'ai perdu l'appétit, dit-elle, son regard se posant sur Annie avec une retenue pire encore que l'hostilité ouverte. « Bonne nuit, dit-elle en se levant. Fenon ne se leva pas. Il ne réagit à son départ que par une légère tension de la mâchoire. Lorsque les portes se refermèrent derrière elle, l'atmosphère de la pièce changea. Annie se servit immédiatement davantage de pain. Fenon se pencha légèrement en arrière. Même le feu semblait s'être calmé. « Elle est très grincheuse, observa Annie, sans s'en soucier le moins du monde. « Ne parle pas la bouche pleine, répondit Fenon. Annie avala docilement. « Tu ne l'as pas trouvée grincheuse? »« Pas particulièrement. »« Non, répondit Fenon. Elle est toujours comme ça. » Annie réfléchit à cela, l'air solennel. « C'est triste, dit-elle. »« Oui, répondit Fenon. C'est vrai. » Il y avait quelque chose dans sa voix, vieille et fatiguée, qui incita Néessa à le regarder attentivement. Il fixait sa coupe, la tournant lentement, et dans cette lumière, il semblait épuisé. « Encore du vin ?» demanda Néessa. Il leva les yeux. Quelque chose changea dans son expression, bref et sans défense. « Oui, merci, » dit Fenon. Elle se pencha pour lui verser, et leurs regards se croisèrent un instant avant qu'elle ne détourne les yeux. Annie leur parlait d'un autre enfant tardif, et Fenon écoutait, la tension dans ses épaules s'atténuant lentement. Néessa tendait la main vers son propre verre de vin lorsqu'elle remarqua sa main, plaquée contre la table, les doigts écartés, les jointures blanches. Quelque chose n'allait pas. La qualité de son immobilité avait changé. « Votre Majesté, » dit Néessa avec précaution. « Vous allez bien ?» Il ne répondit pas. Lorsqu'il leva les yeux, son regard était étrange, plus sombre qu'il n'aurait dû l'être à la lueur du feu, respirant lentement par le nez. « Vous êtes fatigué ?» demanda Annie. « Vous avez entraîné tout le monde très dur. Vous devriez probablement dormir davantage. » Fenon s'écarta soudainement de la table, faisant sursauter Annie. Il se leva trop rapidement, sa main heurtant le gobelet. Le vin se répandit sur la nappe blanche comme du sang. « Vous devez tous les deux partir, » dit-il d'une voix tendue, forçant les mots à sortir. « Maintenant, s'il vous plaît. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'écria Annie en se levant. Annie dit Néa en contournant rapidement la table pour atteindre l'enfant. « Viens avec moi maintenant. » Mais elle observait Fenon tout en se déplaçant. Sa mâchoire se serrait et se desserrait. Un tremblement visible et violent parcourait ses mains. Il respirait bruyamment. Ses yeux étaient presque entièrement sombres. « Va-t'en, » parvint-il à dire. « Je ne peux pas, je ne peux pas. » Son corps se pencha en avant, ses mains s'abattirent sur la table. Puis la transformation le submergea. Rien à voir avec les changements gracieux qu'elle avait observés chez les loups qui se contrôlaient parfaitement. Celui-ci était violent. Les os craquaient et se remodelaient trop vite, les muscles se déchiraient et se reformaient, son corps se battait contre lui-même. Annie poussa un cri court et aigu. Le loup s'écrasa sur le sol en pierre, renversant la table sur le côté, les assiettes se brisant sur la pierre. Néessa tira Annie derrière elle. Le loup faisait les 100 pas, avec des mouvements saccadés et anormaux qu'aucun métamorphe en bonne santé ne ferait. Ses griffes laissaient des rainures profondes dans la pierre. Il respirait par saccades, les yeux exorbités, le regard vide, comme un animal pris au piège. Ce n'était pas une agression contrôlée. Ce n'était pas normal. « Viens, éloigne-toi », dit Néessa à Annie en reculant lentement, rapidement et silencieusement. « Il a besoin d'aide, » dit Annie. « Peut-être, » répondit Néessa, « mais nous ne pouvons rien faire pour l'instant. » Le loup grogna et fixa Annie du regard. Néessa se plaça instinctivement devant l'enfant. « Annie, ne bouge pas. » Mais Annie bougea. Elle sortit de derrière Néessa et s'avança vers le loup d'un pas calme et assuré.
Non, dit Nessa en s'élançant vers elle. Tout va bien, dit Annie doucement, sans se retourner. Le loup se figea. Annie continua d'avancer, les bras ballants, incroyablement petite dans cette pièce, face à cette créature. Nessa retenait son souffle. Le grognement s'estompa. La poitrine du loup se souleva une fois, deux fois, puis sa respiration commença à ralentir. La sauvagerie dans ses yeux sombres vacilla, puis s'éteignit. Le grand corps s'abaissa au sol. Annie garda sa main contre son museau, le caressant lentement, sans rien dire d'autre. Nessa resta immobile, le regard fixe. Chapitre 6. Nessa. La pièce était calme à présent. Annie s'était endormie près du feu, blottie contre le flanc chaud du loup. Le loup dormait lui aussi, sa grande poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et régulière. Nessa se tenait seule dans la salle à manger en ruine, perdue dans ses pensées. Il allait bien. C'était ce qu'elle ne pouvait s'empêcher de repenser. Assis à table, parlant tout seul, puis disparu en quelques secondes, comme un homme se noyant dans son propre corps. Elle traversa la pièce jusqu'à la table renversée et s'accroupit à côté du vin renversé, le respirant avec précaution, rouge, épicé, légèrement acide. Elle retint l'odeur dans ses poumons et chercha parmi la douceur une note amère, un goût chimique prononcé qui n'avait pas sa place là. Elle ne trouva rien. Elle passa aux aliments, les reniflant un par un. Toujours rien, ce qui ne voulait pas forcément dire grand-chose. Elle n'était pas alchimiste. Elle se dirigea vers la porte. Elle allait chercher Lady Dena. Dena arriva dans les 10 minutes. La seule servante de cette forteresse en qui Nessa avait confiance. Nessa la prit à part et lui parla à voix basse. « Prends des échantillons de tout ce qui se trouve sur cette table, chaque plat, chaque gobelet. Apporte-les à l'alchimiste du château ce soir, sur ordre du roi. Dis-lui de rechercher tout ce qui ne devrait pas s'y trouver et de m'envoyer un message en privé. »« À quel point en privé ?» demanda Dena. « À personne d'autre, » répondit Nessa. « À personne. » Dena acquiesça et se dirigea vers la table sans un mot. Nessa se retourna vers Annie. L'enfant dormait profondément, le visage détendu et paisible contre le flanc chaud du loup. Nessa s'accroupit et glissa délicatement ses bras sous elle. Annie remua, émit un léger son, puis se relâcha. Elle se leva en la tenant dans ses bras et regarda vers la porte. Derrière elle, le loup bougea. Tout se passa très vite. Nessa détourna brusquement le visage. Elle entendit Dena terminer et sortir sans qu'on lui demande. Brave femme. Nessa porta Annie jusqu'au grand fauteuil sculpté dans le coin le plus éloigné, la déposa délicatement, puis se retourna. Elle regretta immédiatement de l'avoir fait. Fenon était allongé sur le côté près du feu, profondément inconscient, et la lumière du feu n'aidait en rien sa situation. De larges épaules se terminant par une taille fine, des muscles sculptés par des années de guerre, la lumière du feu se reflétant sur sa peau d'un doré chaleureux. Nessa regarda le plafond, puis la porte, puis, contre son gré, elle le regarda à nouveau. Ses joues étaient en feu. Si un garde entrait et trouvait le roi ainsi, inconscient sur le sol, la pièce en ruine, au matin, toute la forteresse croirait qu'il s'était saoulé, ce qui était probablement exactement ce que quelqu'un voulait que les gens pensent. Elle trouva sa cape près de la porte et revint sur ses pas, s'accroupit à côté de lui et commença à la draper sur lui, les yeux fixés sur ses propres mains. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur d'inspirer. Son parfum l'enveloppa, pain, fumée, peau chaude, et son loup se figea de manière embarrassante dans sa poitrine, comme il le faisait uniquement lorsqu'il voulait quelque chose suffisamment fort pour cesser de faire semblant. Elle commit une autre erreur en jetant un coup d'œil à son visage. Ses yeux étaient ouverts, verts, lourds et très proches des siens. Il la regardait comme les gens regardent les choses qu'ils désirent, avec douceur, sans défense et sans aucune barrière. Et le cœur de Nessa s'arrêta complètement. Puis il leva la main et repoussa une mèche de cheveux de son visage. Lentement, « Nessa », dit-il en souriant. Toutes les pensées cohérentes qu'elle avait s'évaporèrent simultanément. Elle s'éclaircit la gorge et se rassit. « Votre Majesté », dit-elle. Il cligna des yeux. Elle le regarda reprendre conscience, la chaleur se retirer, la reconnaissance arrivait, puis le poids entier du souvenir s'abattre d'un coup. Son regard balaya la pièce en ruine. Son visage pâlit. « Où est Annie ?»« Elle est en sécurité », répondit Nessa en désignant le coin de la pièce d'un signe de tête. Il aperçut la petite silhouette assise sur la chaise et expira longuement. « Je m'excuse, dit-il finalement, pour tout à l'heure. Que s'est-il passé ?» l'interrompit Nessa. Une expression de honte traversa son visage. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait de sa part.
Ça m'arrive parfois, dit-il en détournant le regard. Quoi donc? Demanda Nessa. Des accès de... Je ne peux pas les contrôler. Il regarda ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Depuis que je suis petit, dit-il. Nessa le fixa du regard. Cela ne collait pas. Elle avait passé des mois à observer cet homme. Le contrôle qu'il exerçait sur son propre corps dans le terrain d'entraînement était extraordinaire. Ce n'était pas le portrait d'un homme qui perdait le contrôle. Le combat aide, dit Fenon doucement. Ça canalise ça. Ça donne un exutoire. Ça canalise la violence, mes accès de colère. Il avait honte, comme quelqu'un qui a honte de ce qu'il considère comme un défaut fondamental de sa nature, quelque chose qu'on lui a dit qu'il devait porter. Elle n'avait encore aucune preuve, mais elle était de plus en plus certaine qu'il ne s'agissait pas de tempérament. Donc, toutes ces guerres, dit Nessa avec précaution, étaient votre façon de gérer votre tempérament. Non. Il leva brusquement les yeux. Non, pas exactement. Il se détourna. Peut-être était-ce réconfortant de savoir qu'il existait un moyen d'arrêter tout cela, tandis que Nessa parlait. Il croisa son regard. Tout en étant utile, dit-il doucement. Elle sentit une vive réaction monter en elle. Les noms des villes, les visages de son peuple. 3 ans de guerre. Elle vit qu'il le percevait dans son expression, serrant les mâchoires alors qu'il se préparait à l'affronter. Elle s'arrêta parce qu'elle le vit soudain. Un garçon à qui on avait dit qu'il y avait quelque chose qui clochait dans lui, qui avait trouvé une histoire qui donnait un sens à ce qui clochait, et à qui on n'avait jamais donné de raison de remettre tout cela en question. Je pense, dit-elle d'un ton sévère mais sans colère, qu'il pourrait y avoir d'autres moyens, de meilleurs moyens. Il acquiesça lentement et lourdement, comme si quelque chose qu'il avait longtemps refusé était enfin reconnu. Les guerres ne peuvent pas durer éternellement, ajouta Nessa. Non, dit-il, je suppose que non. Le feu s'apaisa doucement. La pièce semblait très petite, très chaleureuse et très éloignée de tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Elle prit conscience de leur proximité. Lui était allongé sur le sol. Elle s'accroupit à côté de lui, à peine 30 centimètres les séparaient. Son odeur l'enveloppait, celle du pain, de la fumée, de la peau chaude, et son loup s'immobilisa de manière embarrassante dans sa poitrine. « Je t'ai fait peur ?» avait-il demandé plus tôt. « Oui » avait-elle répondu, son visage s'était crispé. Il détourna le regard. « Mais tu ne lui as pas fait peur » dit rapidement Nessa. « Annie, elle avait peur, mais pas de toi. Elle avait peur pour toi. » Elle se surprit à sourire légèrement. Elle s'est approchée de toi et a posé sa main sur ton visage, et tu t'es simplement arrêté. Fenon regarda Annie qui dormait dans un coin. « D'autres façons, murmura-t-il presque pour lui-même. Les enfants ont le pouvoir de changer les choses, acquiesça Nessa. Il se tourna vers elle et elle pensa au fait qu'un jour, elle serait censée porter ses enfants. Une vague de chaleur lui monta au cou. « C'est ce qu'on dit », répondit-elle en détournant rapidement le regard. Il ne l'a pas remarqué. Son regard était revenu vers Annie, la chaleur laissant place à quelque chose de plus lourd. « Que vas-tu faire ?» demanda Nessa. « Quand son père reviendra, il se tendit immédiatement. Il ne reviendra pas. Il reviendra peut-être. C'est son père. D'après tout ce qu'elle dit de lui, il l'aime beaucoup. Alors quand il reviendra, son père sera mort, dit Fenon en la regardant dans les yeux. Elle se figea, car ce n'était pas le langage de la probabilité. Pendant la guerre, dit Fenon en baissant la voix. Il est difficile de commander des troupes quand tout le monde autour de vous a été formé à l'obéissance totale. Ils disent oui à tout. C'est efficace, utile, une pause. Mais il y a des moments où vous avez besoin que quelqu'un vous dise ce qu'il pense réellement, et non ce qu'il pense que vous voulez entendre. Il y avait un soldat, dit Fenon. Gerald, dit-il en prononçant son nom avec soin. Un homme ordinaire. Rien de remarquable sur le papier. C'était la seule personne dans toute mon armée qui me disait exactement ce qu'il pensait à chaque fois, sans se soucier des conséquences. Il n'avait pas peur de vous, dit Nessa. Non. Fenon semblait trouver cela à la fois déconcertant et vraiment précieux. Il me regardait droit dans les yeux et disait « Je pense que c'est une erreur, Votre Majesté. Et voici pourquoi. » Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, j'ai commencé à le rechercher. C'était agréable de discuter de choses que j'aurais pu manquer autrement. « Vous êtes devenus amis, » dit Nessa doucement. Fenon resta silencieux. « Je ne saurais pas comment reconnaître cela, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais vraiment eu d'amis. » Il le dit simplement. Pas d'apitoiement sur soi-même, juste un fait. Il parlait de sa fille dès qu'il avait un moment de libre. Il parlait d'elle comme si elle était tout pour lui et que tout le reste n'était qu'une chose à faire en attendant de pouvoir la retrouver. Le feu crépitait doucement. Cela me fit réaliser que personne ne m'attendait.
que je n'avais aucune raison de rentrer chez moi. Nessa regarda son profil et sentit une douleur derrière ses côtes. Un jour, il y eut une autre bataille, dit Fénon d'une voix prudente. Dans le col sud au-dessus de la vallée d'Ardane, à la fin de l'automne, le sol était déjà gelé. J'avais déplacé nos lignes de ravitaillement à travers le col pendant 3 jours consécutifs. Je pensais que nous l'avions sécurisé. Nessa resta immobile. La vallée d'Ardane, elle connaissait ce col. Elle avait passé 2 semaines avec le meilleur stratège militaire de son père à planifier ce qui allait s'y passer. Les faux feux de signalisation sur la crête, les traces de charrettes leur menant vers le nord. Gérald surveillait la ligne de crête depuis 2 jours. Fénon poursuivit. Il m'a dit le matin précédent que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé de changer l'itinéraire. Fénon serra les mâchoires. Je lui ai dit qu'il imaginait des choses. Nessa ne dit rien. Nous étions à mi-chemin du col lorsque la première vague est arrivée. Ils attendaient au-dessus de nous, complètement invisibles. La deuxième vague a coupé l'arrière avant que quiconque puisse faire demi-tour. Il regarda Nessa tranquillement. Cette embuscade était bien conçue. Le timing, le terrain, la façon dont elle empêchait toute retraite. Il lui a jeté un coup d'œil et elle a vu la reconnaissance dans ses yeux, silencieuse, sans accusation, simplement consciente. Son cœur battait très fort. Je serais morte. Gérald était à 3 mètres de moi. Il n'avait aucune raison de me regarder à ce moment précis, mais il le faisait. Il regarda ses mains. Il bougea avant que la flèche ne l'atteigne. La décision qu'il prit à cet instant. Il devait comprendre exactement ce qu'il choisissait. Et il le choisit quand même. Il fit une pause. Il n'avait pas peur. Je me suis assise à ses côtés pendant qu'il mourait. Et il n'avait pas peur. Il s'inquiétait de savoir si j'étais blessé. Il m'a dit que je devais vivre parce que je ferais plus de bien que lui. Nessa ferma les yeux. Puis, il m'a demandé de retrouver sa fille, dit Fénon d'une voix à peine audible. Il m'a donné son nom, l'endroit où elle m'attendrait, le repère sur la route nord, et il m'a dit qu'elle avait les yeux comme lui, un marron et un vert, pour que je la reconnaisse. Le silence était absolu. Nessa regarda la petite silhouette sous la tapisserie dans le coin. « Oh, murmura Nessa. Tu m'as demandé qui elle était pour moi, dit Fénon. Elle est la culpabilité que je porte. Sans moi, elle aurait encore un père. » Nessa tendit la main et la posa sur son bras. Il baissa les yeux vers sa main, puis leva lentement les yeux vers son visage, à vif, sans défense et totalement dépourvu d'armure. Un petit bruit se fit entendre dans le coin. Ils se retournèrent tous les deux. Annie était assise bien droite sur sa chaise, ses yeux dépareillés grands ouverts et fixés sur Fénon. « Annie, dit Fénon avec précaution. « Il est mort, murmura Annie. « Papa est mort. » Fénon soutint son regard et acquiesça une fois. « À cause de toi. » Il acquiesça à nouveau. Son petit visage se transforma, le chagrin, le choc et la confusion se lissant sur ses traits. Puis il s'effondra complètement, et elle fondit en larmes et courut vers la porte. Fénon se leva instantanément. « Arrête !» Nessa attrapa son bras. Elle regarda la cape qui le recouvrait à peine. « Tu ne peux pas courir après une enfant dans les couloirs de ton propre palais comme ça. Et elle a besoin d'un moment. » Il resta immobile, fixant la porte fermée. « Laisse-la respirer. » dit Nessa doucement. « Ça ne l'aidera pas si tu la suis tout de suite. Tu le sais bien. » Fénon s'éloigna lentement de la porte, comme si cela lui coûtait un effort physique, et se rassit devant la cheminée. Nessa s'assit à côté de lui, si près que leurs épaules se touchaient presque. Aucun des deux ne parla. Chapitre 7. Annie. Annie ne comprenait pas. C'était ce qui la maintenait recroquevillée derrière le rideau du 3e étage, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle était assise là depuis avant le lever du soleil, et elle ne comprenait toujours pas. Papa était mort. Sauf que papa ne pouvait pas être mort, parce que papa était papa. Papa était celui qui réparait les choses, qui réparait le pied bancal de la chaise dans leur chambre, et qui réparait ses sentiments lorsqu'elle avait peur en posant sa grande main chaude sur sa tête. Mais les morts ne pouvaient pas faire ça. Les morts ne pouvaient pas rentrer à la maison. Papa ne pouvait donc pas être mort, car il avait promis qu'il rentrerait à la maison. Il l'avait dit. Il s'était agenouillé devant elle et lui avait dit « Je rentrerai à la maison pour toi ». Papa ne romprait pas une promesse. Il devait donc rentrer à la maison. Sauf que Fénon l'avait dit. Annie appuya le creux de ses mains contre ses yeux. Fénon l'avait dit comme s'il savait. Il avait hoché la tête 2 fois. Annie ne comprenait pas comment les 2 choses pouvaient être vraies, comment papa avait pu promettre et Fénon avait pu hocher la tête. Elle essayait sans cesse de trouver la pièce qui lui manquait. Comme quand on fait un puzzle et qu'il y a une pièce qui ne semble aller nulle part et qu'on n'arrête pas de la retourner. Il devait y avoir un endroit où elle s'emboîtait. Papa allait rentrer à la maison. La guerre était finie.
La fin de la guerre signifiait que les soldats rentraient chez eux. C'était ainsi que fonctionnaient les guerres. C'était tout l'intérêt de la fin des guerres. Elle appuya plus fort son front contre la vitre. Dehors, le jardin était très calme. Papa aurait détesté cet endroit en hiver, pensa-t-elle soudainement. Elle voulait lui parler du palais. Elle voulait lui parler du plafond peint, du lit moelleux, des bottes à sa taille et du roi qui était secrètement un héros, même si tout le monde le trouvait effrayant. Un son qu'elle n'avait pas voulu émettre s'échappa de sa bouche, petit, brisé et embarrassant. Elle pressa son poing contre sa bouche. « Non, se dit-elle. Papa dit que pleurer ne résout rien. » Annie se pencha en avant sur ses genoux et pleura aussi discrètement que possible. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas juste et elle voulait son papa. « Mon enfant, dit une voix. » Annie releva la tête. Le rideau avait été écarté et la reine-mère était accroupie là, ce qui était tout à fait inattendu car la reine-mère ne s'accroupissait jamais. Mais à cet instant, elle était accroupie à la hauteur d'Annie et son visage était bienveillant. Annie cligna des yeux, confuse, les joues mouillées. Les yeux de la reine-mère étaient doux, chaleureux même. « Pauvre petite, dit-elle doucement. Annie s'essuya le nez sur sa manche. « Je sais, dit gentiment la reine-mère. Je sais ce qu'ils t'ont dit hier soir. » Annie déglutit. « Je te cherchais, dit la reine-mère. Je voulais te trouver parce que... » Elle fit une pause et son expression s'adoucit. « Parce que j'ai quelque chose à te dire, Annie. Ton père n'est pas mort. » Les mots pénétrèrent les oreilles d'Annie, puis s'arrêtèrent. « Quoi? » murmura-t-elle. « Il est vivant. » La bouche de la reine-mère s'incurva en un sourire chaleureux. « Il est vivant, ma petite, et je sais exactement où il se trouve. » Quelque chose se produisit dans la poitrine d'Annie. C'était comme quand on retient son souffle pendant très longtemps et que quelqu'un vous dit enfin que vous pouvez respirer. Papa est vivant. Sa voix était faible et tremblante. Oui, la reine-mère tendit la main et caressa la joue humide d'Annie. Et tu lui manques terriblement. Les yeux d'Annie se remplirent immédiatement de larmes. Des larmes de joie cette fois. Des larmes de joie. Je le savais, elle respira. Les mots sortirent d'avant même qu'elle ait pu les formuler. Ils venaient tout droit du plus profond de son être. Je le savais. Je savais que papa ne partirait pas. Il l'avait promis. Il avait promis de revenir et papa ne rompt jamais ses promesses. Je le savais. Je n'arrêtais pas de dire qu'il ne partirait pas, mais personne ne me croyait et je le savais. Aimeriez-vous aller le voir? L'interrompit de la reine-mère. Annie était déjà en train de sortir de derrière le rideau. Elle était à mi-chemin dans l'escalier de service quand l'idée lui vint et elle s'arrêta net sur la marche. Fenon. D'abord, allons le dire à Fenon. Annie dit qu'il sera tellement soulagé. La reine-mère se tourna vers elle, patiente et chaleureuse. Annie. La voix de la reine-mère était douce, patiente. Le roi t'aime beaucoup. Tu le sais. Oui, répondit Annie. Il veut te garder ici. L'expression de la reine-mère devint prudente. Il t'a dit que ton père était mort pour que tu restes avec lui. Annie se tenait sur la marche et regardait le visage bienveillant de la reine-mère, essayant de faire correspondre ses mots à l'image de Fenon qu'elle gardait dans son cœur. Il ne correspondait pas. Il ne me mentirait pas, dit-elle. Il t'aime, dit simplement la reine-mère. Les gens font des choses stupides lorsqu'ils ont peur de perdre quelqu'un qu'ils aiment. Annie repensa au visage de Fenon la nuit dernière, à la douleur qui s'y lisait. Si tu veux voir ton père, dit doucement la reine-mère, nous devons partir maintenant, discrètement. Si le roi apprend que tu pars, il t'en empêchera. Tout le cœur d'Annie s'y opposait. Mais si je disparais sans rien dire, il pensera que je suis en colère contre lui. Je ne suis pas en colère contre lui. Il sera triste. Et qu'en sera-t-il de la princesse? Ton père, dit doucement la reine-mère, est assis quelque part, seul et dans le froid, convaincu qu'il ne te reverra jamais. Annie pensa à son père qui l'attendait. Une fois que tu seras de nouveau avec lui, ajouta doucement la reine-mère, tu pourras lui envoyer un message, lui expliquer. Annie leva les yeux vers l'escalier qui menait aux appartements de Fenon, quelque part au-dessus d'elle. Elle pensa au visage de son père. Elle prit la main de la reine-mère. « D'accord, murmura-t-elle, mais je reviendrai plus tard. »« Bien sûr, répondit chaleureusement la reine-mère. Bien sûr que tu reviendras. » Elles traversèrent d'abord le jardin. Annie jeta un coup d'œil en arrière vers le palais, alors qu'elle franchissait la porte extérieure. « Je reviendrai, pensa-t-elle. » Elle se retourna et suivit la reine-mère. Le sol au-delà de la porte était durci par le gel, les allées entretenues laissant place à des buissons rabougris, puis progressivement à des arbres. Annie dut accélérer le pas pour suivre la reine. « C'est loin ?» demanda Annie. « Pas terriblement, » répondit la reine-mère d'un ton agréable. Le chemin se rétrécit, puis se rétrécit encore, jusqu'à ressembler davantage à une piste de serre,
un passage entre les arbres emprunté par les animaux plutôt que par les humains. Elles quittèrent les jardins du château en empruntant le sentier forestier et s'enfoncèrent dans la forêt. Elles marchèrent suffisamment longtemps pour qu'Annie perde toute notion du palais derrière elle. Pas de cloche lointaine, pas de garde, rien. Assez longtemps pour que l'excitation qui battait dans sa poitrine se transforme en une certitude patiente. Juste devant, presque arrivé, papa l'attendait. Les arbres s'ouvrirent. Annie regarda autour d'elle. Le chemin s'était rétréci pour ressembler davantage à un sentier de serre. Elle ralentit légèrement. Quelque chose semblait différent. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Juste un changement dans l'air. La qualité du silence. « Papa m'attend », se dit-elle. Il est juste devant. Annie enjamba une racine d'arbre et continua d'avancer. Papa était vivant et dans quelques minutes, elle le verrait et il la prendrait dans ses bras et la ferait tournoyer. Le chemin avait complètement disparu. Il marchait simplement dans la forêt. Annie ne s'était jamais autant éloignée du palais. Quelque chose la traversa. Ce n'était pas tout à fait de l'inquiétude, ni tout à fait de la peur. « Sommes tous bientôt arrivés ?» demanda-t-elle. « Bientôt arrivés », répondit la reine-mère. Les arbres s'ouvrirent soudainement sur une clairière. Annie regarda autour d'elle avec impatience. Un petit espace de la neige encore présente dans les zones d'ombre où le soleil n'avait pas atteint. Une terre nue au centre, gelée, vide. « Papa !» appela Annie. Elle fronça les sourcils. La clairière était vide. La neige sur les bords était intacte. Personne n'était venu ici. Annie se tourna vers la reine-mère. Elle se tenait complètement immobile. « Où est-ce mon papa ?» demanda Annie avec précaution. La reine-mère tendit le bras derrière elle et prit un arc. Annie le regarda. Son esprit se sentit étrange, à la fois lent et rapide. « Où est-il » Annie fit d'un pas en arrière. « Vous avez dit qu'il était ici. » La reine-mère ne dit rien. Elle enfila une flèche avec une aisance experte. La tige était noire. La pointe était encore plus sombre, recouverte d'une couche. Annie se retrouva dos à un arbre. « L'histoire se souvient des victoires, » dit doucement la reine-mère. Elle ne se souvient jamais de la miséricorde. Annie secoua la tête. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. « Papa » appela-t-elle en regardant autour d'elle, car elle commençait à avoir peur et voulait le trouver. « Le savais-tu, ma petite ?» dit la reine-mère en inclinant la flèche pour l'examiner. « Que cette flèche porte la marque du royaume du Sud. » Annie secoua à nouveau la tête. « Ta mort relancera la guerre, dit la reine-mère d'un ton agréable, et rétablira l'ordre. »« Pourquoi relancer la guerre ?» murmura Annie, le menton tremblant. « Ça fait du mal aux gens. »« La guerre rend ce royaume fort, dit la reine-mère. Elle rend le règne de mon fils puissant. Et je ne laisserai pas une petite fille stupide et une princesse vaincue démanteler ce que j'ai passé toute sa vie à construire. » Les yeux d'Annie se rempliront de larmes. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, je veux mon papa. » La reine-mère secoua lentement la tête. « Tu seras bientôt avec lui, mon enfant, » dit-elle doucement. Et quelque chose dans sa façon de le dire fit battre le cœur d'Annie pendant une petite seconde terrible. « Tu le rejoindras, » dit doucement la reine-mère. « Dans la mort. » Elle banda l'arc, la corde se tendit. Annie se pressa contre le tronc de l'arbre et fit la seule chose qui lui restait à faire. « Papa » hurla-t-elle. Le mot jaillit de sa bouche. « Il viendra, pensa-t-elle, affolée. Il l'avait promis. Il avait dit qu'il me retrouverait toujours. « Papa, s'il te plaît » hurla-t-elle. Sa voix lui revint depuis les arbres. Juste sa voix. Rien d'autre. Le silence s'installa autour d'elle comme la neige se déposant sur la pierre. Et quelque chose dans la poitrine d'Annie qui la retenait lâcha prise. Soudain, elle sut que papa ne viendrait pas. Elle était seule dans la forêt. La reine-mère avait une flèche pointée sur son cœur et personne ne savait où elle était. « Et Fénon » hurla-t-elle. Le cri jaillit de sa gorge au moment où la reine-mère lâcha la flèche. Elle ne la toucha pas. Quelque chose heurta d'abord Annie sur le côté. Quelque chose d'énorme et de solide fut projeté sur le côté et heurta la neige au bord de la clairière, où elle resta allongée un moment, étourdie. Puis elle l'entendit. Elle l'avait déjà entendu une fois dans la salle à manger, un cri qui avait commencé comme un grognement et s'était brisé au milieu, rauque et déchirant. L'énorme loup noir se tenait au centre de la clairière. La flèche noire était profondément enfoncée dans son épaule. « Non !» souffla Annie. Elle traversa la clairière avant même d'avoir décidé de bouger, se jetant contre son cou. « Tu vas bien » dit-elle dans sa fourrure. Ses pattes tremblaient sous lui. Elle pouvait les sentir trembler. Ses jambes énormes, puis elles se sont dérobées. Il s'est effondré lentement. D'abord les pattes avant, puis les pattes arrière. Annie s'est effondrée avec lui. Sa respiration était anormale.
Trop lente, trop espacée. Lève-toi, dit-elle, le son sortit à peine. Lève-toi, s'il te plaît. Il ne se leva pas. S'il te plaît, dit Annie, et la forêt s'embrassa. Neessa traversa les arbres derrière elle, ses bottes foulant le sol gelé. Des soldats, nombreux, rapides et déterminés. Les gardes se déployèrent dans la clairière tandis que Neessa balayait tout du regard en une seconde. La reine-mère, l'arc, le loup tombé. « Gardes » appela Neessa d'une voix maîtrisée. « Je ne le dirai qu'une seule fois. Saisissez-la. » Ils obéirent. Les gardes maîtrisèrent instantanément la reine-mère. « Lâchez-moi » s'écria la reine-mère. « Vous lâchez » ricana Neessa. Après avoir tenté d'assassiner un enfant sous la protection du roi, après avoir empoisonné votre propre fils, c'était un accident, dit la reine-mère. Était-ce un accident, dit Neessa. Vous l'avez drogué toute sa vie pour lui faire croire qu'il avait des accès de violence incontrôlables, alors que ce n'est pas vrai. La fureur brilla dans les yeux de la reine-mère. Vous ne pouvez pas le prouver, dit-elle. Aussi, je le peux, répondit Neessa. Venon ne le croira pas, protesta la reine-mère. Il le croira, dit Neessa. Tu as essayé de faire du mal à Annie. Il ne te pardonnera jamais. Les gardes l'ont traîné en arrière. La clémence affaiblit les rois, a crié la reine-mère. Affaiblit les empires. Vous me remercierez tous un jour. Ses cris furent étouffés par les arbres. Neessa s'accroupit dans la neige à côté d'Annie. Ce n'était pas ta faute, dit-elle doucement. Les mains d'Annie se crispèrent sur la fourrure noire. Elle repensa à Papa qui lui avait appris à faire confiance, que des yeux bienveillants étaient le signe d'un bon cœur, qu'on pouvait reconnaître les personnes dignes de confiance parce qu'elles revenaient toujours. Elle enfouit son visage dans la fourrure de Fénon. « Tu es venu, pensa-t-elle. Nous devons le déplacer, dit Neessa en se levant déjà, sa voix prenant un ton qui signifiait que les choses allaient se passer maintenant, rapidement et correctement. Le guérisseur. Que quelqu'un aille le chercher. Allez chercher le guérisseur maintenant. Les gardes s'exécutèrent. Annie resta immobile. Ses larmes tombaient sur sa blessure. Chapitre 8. Neessa. Fénon était inconscient depuis 3 jours et Neessa avait rempli chaque heure de tâche, car les tâches étaient la seule chose qui la séparait de cette peur particulière qu'elle refusait d'examiner de trop près. Elle avait rencontré le conseil chaque matin, supervisé l'enfermement de la reine-mère, et pourtant, dans les moments de calme, elle ne parvenait pas à s'occuper. Elle se surprenait à penser à des yeux verts et à une voix qui prononçait son nom dans l'obscurité. Elle repoussait cette pensée à chaque fois, jusqu'au 4e matin où elle se rendit dans ses appartements. Elle se dit qu'elle allait voir comment allait Annie. L'enfant était recroquevillé dans le fauteuil à côté du lit de Fénon, son petit visage pâle et immobile, ce qui inquiétait Neessa plus que si elle avait pleuré. À côté d'elle, Fénon était allongé, immobile, sous de lourdes couvertures, respirant lentement et superficiellement. Les guérisseurs étaient prudemment inquiets, ce qui était le pire type d'inquiétude. Neessa s'installa sur la chaise à côté d'Annie sans parler. « Il va s'en sortir, dit-elle. » Annie ne répondit rien. « Annie, insista Neessa. « C'est ma faute, murmura Annie. Je suis allé avec elle. » Tout le monde lui faisait confiance, rétorqua Neessa. Annie leva les yeux. « Pas toi, dit-elle doucement. » Neessa ouvrit la bouche. « Non, mais je ne fais confiance à personne. » Une ombre passa sur le visage d'Annie. « Même pas à moi ?» demanda-t-elle. Neessa passa son bras autour des épaules de l'enfant. « D'accord, dit-elle. Peut-être que je te fais un peu confiance. » Annie se blottit contre elle et Fénon remua. Son front se plissa comme celui d'un homme qui lutte pour remonter de quelque part, d'un endroit profond et sombre. Annie se leva de sa chaise avant même que Neessa ait eu le temps de respirer. Fénon. Elle s'arrêta juste avant de se jeter sur lui. Il la regarda et lui sourit, un petit sourire fatigué et tout à fait réel. Neessa sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Annie ne put alors se retenir. Elle jeta ses bras autour de son cou, le faisant sursauter. Neessa s'avançait déjà, mais Fénon croisa son regard et secoua la tête. Ses bras se levèrent lentement, visiblement dans la douleur, et s'enroulèrent autour d'Annie. Annie se recula, les yeux humides. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te dire que je partais. »« Non, c'était de ma faute, » dit Annie, Fénon, d'une voix rauque mais ferme. « J'aurais dû voir ce que ma mère faisait bien avant. » Ses yeux se posèrent brièvement sur Neessa, chaleureux et reconnaissants. « Grâce à l'enquête de la princesse, quand ils m'ont dit que tu étais parti avec elle, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. » Neessa ne dit rien. Sa poitrine se serra. L'expression de Fénon s'assombrit. Elle se souvint de ces 3 jours passés de l'autre côté. Le regard qu'il avait eu quand on lui avait annoncé le départ d'Annie.
Cette fraction de seconde avant que le roi ne se ressaisisse. Une terreur pure, brute et absolue. Il s'était transformé avant qu'elle ait fini de parler, le loup noir massif déchirant les portes du palais. Nessa s'était précipitée à sa poursuite avec tous les soldats qu'elle avait pu rassembler. « C'est à moi de te protéger, dit Fenon à Annie. C'est ma responsabilité, pas la tienne. » Annie le regarda avec des yeux pleins de gratitude. « Mais tu l'as fait, dit-elle. Tu es venu. » L'expression de Fenin s'adoucit et s'assombrit à la fois. « J'aurais dû mieux te protéger. » Il fit une pause. « J'aurais dû te parler de ton père. » Les yeux d'Annie se remplirent immédiatement de larmes. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» murmura-t-elle. « Parce que je ne voulais pas que tu sois triste, » répondit Fenon. « Et parce que quand tu parlais de lui, c'était comme s'il était encore en vie, comme si je pouvais revoir mon ami. » Les yeux d'Annie s'écarquillèrent. « C'était égoïste de ma part, » dit Fenon. « Ton ami ?» murmura Annie. « Vous étiez amis ?» Nessa se figea. La nuit près du feu, Annie s'était réveillée à la fin de l'histoire. Elle n'avait pas entendu le début. « Oui, » dit Fenon. « Il l'était. » Il regarda ses mains, puis leva les yeux vers Annie. « Il s'est interposé pour moi au combat, quand une flèche m'était destinée. » Il fit une pause, et il a fait la seule chose qu'un homme courageux pouvait faire. Il s'est placé devant. La pièce était figée. La flèche l'a touché à ma place, et il m'a sauvé la vie. Silence, puis, à peine plus que rien. J'aurais préféré qu'il se sauve lui-même. Nessa sentit cela s'installer dans sa poitrine comme une pierre tombant dans une eau calme. « J'aimerais pouvoir te le ramener, » dit Fenon. Annie était complètement immobile. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, et elle pressa sa main sur sa bouche. « Papa » murmura-t-elle d'une voix faible et brisée. Annie ne regardait pas Fenon avec colère, pas la moindre trace de colère, seulement de la tristesse et quelque chose qui remontait à la surface. Il a dit « Aider les gens rend le monde meilleur », dit Annie à travers ses larmes. Elle regarda Fenon. « C'est sûrement pour ça qu'il t'a sauvé, roi, pour que tu puisses aider tout le monde. » Sa voix était douce et assurée. « Tu ne comprends pas? Il t'a choisi. » La main de Fenin se tendit vers elle, la mâchoire crispée. « C'est tout à fait le genre de ton père, » dit-il doucement. Il lui caressa doucement la joue. « Il m'a demandé de venir te chercher, Annie. Alors je l'ai fait. » Annie sourit, rayonnante, tremblante et sincère malgré ses larmes. « Si tu me le permets, » dit lentement Fenon, « je ne cesserai jamais de veiller sur toi. » Annie fronça légèrement les sourcils. « Tu ne le feras pas ?» demanda-t-elle, confuse. « Si tu l'acceptes, Annie, » fit-il après une pause, « je voudrais que tu sois ma fille. » Annie cligna des yeux, les larmes coulant toujours, le visage immobile et très jeune. « Je ne remplacerai pas ton père, » dit rapidement Fenon, et Nessa pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. Cet homme qui commandait des armées, inquiet de la réponse qu'un enfant lui donnerait. Jamais. Mais j'aimerais être la meilleure chose après toi. T'adopter, prendre soin de toi comme si tu étais ma propre fille. Silence, puis doucement, à peine un souffle. Vraiment, vraiment, dit Fenon. Je t'aime comme si tu étais ma propre fille, Annie. Elle fondit en larmes et se jeta sur lui. Il poussa un gémissement. De douleur, sans aucun doute. Mais il l'enlaça complètement et la serra contre lui, le visage enfoui dans ses cheveux. Nessa sourit et se leva. Elle sortit discrètement, referma la porte derrière elle et resta un moment dans le couloir, le dos appuyé contre le mur de pierre frais. Il avait détruit son monde. C'était vrai et cela le resterait toujours. Mais le tyran qu'elle avait haï lui semblait très loin, et quoi que ce soit qui l'ait remplacé, décida-t-elle, elle l'examinerait plus tard. Probablement jamais. Elle retourna vers ses appartements, le cœur battant de manière compliquée malgré elle. Épilogue. Nessa se tenait sous l'arche, regardant Annie courir après un papillon dans la cour. Sa robe bleue était déjà tachée d'herbe, son diadème d'argent était de travers. La princesse Annie n'attendait plus près d'une borne dans la neige, elle n'était plus seule. De l'autre côté de la cour, Fenon se tenait avec ses conseillers. Libérée de l'influence de sa mère, la femme qui pourrissait actuellement dans une cellule où était sa place. Fenon était devenu quelqu'un que Nessa n'avait pas prévu. Un homme qui reconstruisait son royaume avec la même détermination qu'il avait autrefois utilisée pour conquérir les autres. Il avait déclaré une paix inconditionnelle. Elle n'avait pas à l'épouser. Son peuple était en sécurité. Elle ne devrait ressentir que du soulagement. Elle regarda Fenon, qui avait complètement cessé d'écouter son conseiller, et observait Annie avec une expression de profonde et impuissante tendresse. Nessa détourna le regard. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si détachée. « Je vous souhaite un bon retour chez vous, princesse, » dit Fenon en s'approchant. « Merci, votre majesté, » répondit-elle en souriant. « Mon escorte a été bien informée. Je l'espère. Après tout, c'est le devoir d'un roi de veiller à ce que ses invités rentrent chez eux en toute sécurité. »
Nessa sentit le coin de sa bouche se relever malgré elle. Vous avez récemment élargi cette définition. Une lueur d'humour traversa son visage, puis s'évanouit. Le silence s'installa entre eux. La paix convient certainement à votre royaume, dit-elle. Elle convient également au vôtre, répondit-il. Une autre pause. Je vous présente mes excuses, dit Fenon doucement, pour la douleur que je vous ai causée. Nessa croisa son regard. Vous devez être impatiente de rentrer, murmura-t-il. Moins, dit Nessa en s'éclaircissant la gorge. Le passé est le passé. À partir de maintenant, nous entrons dans une ère de paix. Ils se regardèrent. Son regard se posa sur sa bouche. Et toi? Il s'interrompit, puis reprit. Cet endroit te manquera-t-il? Le cœur de Nessa fit un bond. Plus que je ne l'aurais cru, dit-elle doucement. Son expression s'illumina brièvement, et l'espoir brilla dans ses yeux. Il ouvrit la bouche puis la referma. Je n'avais pas le droit de te retenir ici, soupira-t-il, résigné. Mais je suis heureux que tu sois resté aussi longtemps. Ce fut un honneur de t'avoir parmi nous. Nessa sentit la déception envahir sa poitrine. Oui, eh bien, dit-elle en détournant le regard. Princesse Nessa, que fais-tu? Annie arriva essoufflée, les cheveux défaits, les joues rouges. Je rentre chez moi, Annie, dit Nessa. Le visage d'Annie se crispa en une grimace. Mais tu es chez toi. La gorge de Nessa se serra. Annie regarda tour à tour les deux femmes. Pourquoi personne ne dit rien? Aucune des deux ne répondit. Alors Annie fit ce qu'Annie faisait toujours. Elle résolut le problème. Les familles ne s'éloignent pas les unes des autres, dit-elle fermement. Petite, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Si elles le sont quand on aime quelqu'un, dit-elle en montrant Fenon. Et je sais que tu l'aimes. Fenon se raidit légèrement. Annie, tu la regardes comme si tu avais peur qu'elle disparaisse. Elle se tourna vers Nessa. Et je sais que tu l'aimes. Tu le regardes fixement quand il ne te regarde pas. Une pause. Seul un aveugle ne verrait pas cela. Heureusement que j'ai des yeux. Elle prit de la main de Nessa, chaude, petite, assurée, et la plaça dans celle de Fenon. Le contact fut électrique. Est-ce vrai? Murmura Fenon. Nessa le regarda. Cet homme qui avait été son ennemi, son ravisseur, son allié malgré lui, est maintenant quelque chose de complètement différent. Elle ne trouvait pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Mais il a dû voir quelque chose dans son regard. C'est peut-être une très bonne chose qu'Annie ait des yeux, dit-il doucement. Parce que je commence seulement à voir les choses clairement, dit-il en se redressant. Je ne mérite ni ton pardon, ni ta loyauté, et je sais que tu ne me dois rien. Mais si tu choisis de rester, Nessa, je te promets que tu ne le regretteras pas. Tu fais partie de cette maison et elle a besoin de toi. Je pense que j'en ai besoin aussi, dit-elle timidement. Quelque chose se brisa dans son expression, chaleureux, réel et sans défense. Il s'approcha patiemment, lui laissant toute l'attitude pour reculer. Bien, dit-il doucement, parce que j'ai besoin de toi. Vraiment, je ne peux pas vivre sans toi. Tu me demandes de rester? Murmura-t-elle. Il lui caressa doucement la joue. Je t'en supplie, princesse. Elle entendit Annie pousser un cri. Puis Fenon l'embrassa, et elle oublia tout le reste. La calèche qui attendait en bas, le voyage de retour, toute la distance qu'elle avait soigneusement maintenue pendant des mois. Elle oublia tout. Quand ils se séparèrent, Annie rayonnait de satisfaction, comme quelqu'un dont le plan avait fonctionné exactement comme prévu. « Parfait, annonça-t-elle. Maintenant, j'ai mes deux parents. » Fenon rit, d'un rire chaleureux, sincère et totalement spontané. Nessa rit aussi, toujours dans ses bras, le visage contre son épaule. « Ça y est, pensa-t-elle, ce son qu'elle avait collectionné pendant des mois sans le vouloir. Elle allait l'entendre pendant très longtemps, elle trouva. Cela ne la dérangeait pas du tout. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Ces histoires n'existent que grâce à vous. Parce que vous écoutez, vous commentez, vous partagez, et cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez. Si vous souhaitez approfondir votre lecture avec des chapitres bonus et des histoires complètes exclusives, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Vous pouvez également simplement suivre gratuitement et rester connecté. Quoi qu'il en soit, je vous suis très reconnaissante d'être là, Lily.